bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo c'est un bilan culturel du mois de décembre 2020. Donc je vais vous parler des choses que j'ai écoutées, vues, lues, entendues au mois de décembre 2020. C'est pas forcément mes favoris, c'est plus ce que j'ai vu et que je trouvais intéressant de mentionner. Je vais commencer par les films. J'ai un seul film à vous présenter pour le mois de décembre. C'est Mignonne de Maïmouna Doucouré. C'est l'histoire d'Ami qui est une jeune fille de 11 ans. Elle vit avec sa mère et ses deux petits frères dans des conditions assez modestes. Sa famille est très impliquée dans la religion et dans les valeurs traditionnelles. Elle vient d'arriver dans un nouveau collège et elle cherche à s'intégrer dans un groupe de filles considérées populaires de son collège, qui est aussi un groupe de danse, les Mignonnes. Donc on suit ses aventures liées à ces deux axes de sa vie, donc sa famille et ce groupe de filles qu'elle admire et dont elle aimerait faire partie. Ce film a suscité de nombreuses controverses. En Turquie, il a été interdit de diffusion. Aux États-Unis, il y a 4 États qui ont demandé son retrait de la plateforme Netflix. L'État du Texas avait poursuivi Netflix en justice à cause de la diffusion de ce film. On l'accuse d'hypersexualiser des jeunes filles. Certains députés républicains l'ont même qualifié de obscène. Enfin bon, ce film a fait du bruit et parallèlement, il a été primé au festival américain Sundance, qui est le plus gros festival américain de cinéma indépendant et l'un des plus importants au monde. Et il a été aussi primé à la Berlinale. Netflix a affirmé à plusieurs reprises son soutien à la réalisatrice et au film. Et en France, Roselyne Bachelot s'est exprimée publiquement pour défendre ce film. Donc en gros il a vraiment fait du bruit quoi. En toute honnêteté, moi je l'avais regardé aussi parce que le drama autour m'intriguait et je voulais savoir ce qu'il en était en réalité. Personnellement je trouve que c'est un beau film qui représente bien la réalité et notamment la pression subie par les jeunes filles à l'école, sur les réseaux sociaux et par la société en général lorsqu'elles grandissent et notamment au collège. Le collège c'est quand même un moment où on se forme, c'est un moment difficile et je trouve que ce film le retranscrit bien. Les actrices jouent trop bien, surtout pour leur jeune âge, et le découpage de la bande son est trop cool. Après moi j'ai pas trop aimé le contraste un peu cliché entre la vie religieuse à la maison et la vulgarité à l'école. Je trouve que c'est un peu un contraste vu et revu et peu intéressant. Pour ce qui est des critiques à son sujet, à mon sens il est un peu difficile de dénoncer quelque chose sans le montrer, surtout dans un film. D'autant plus que les chorégraphies dénoncées en question sont des chorégraphies largement inspirées des chorégraphies TikTok comme le WAP Challenge de Cardi B, auxquelles sont exposées les jeunes filles de manière quotidienne. Ma petite sœur à TikTok, ta petite sœur à TikTok. Voilà. Pour ce qui est de l'ampleur comprise les polémiques, on peut l'expliquer par plusieurs facteurs. D'abord, Netflix a utilisé un visuel inapproprié pour faire la promotion du film qui ne correspondait pas du tout à l'affiche du film officiel. Netflix en était excusé de manière publique, mais à cause de cette affiche, le film avait fait polémique avant même sa sortie. Ensuite, le deuxième facteur qui, à mon sens, est le plus important, c'est le contexte dans lequel est sorti le film. Mignonne est sortie aux États-Unis dans un contexte de guerre culturelle et alors que les députés républicains prenaient déjà Netflix pour cible pour son contenu et sa programmation jugée un peu trop à gauche, Mignonne a été le prétexte parfait pour ces députés pour réaffirmer leurs valeurs conservatrices dans le contexte des élections à venir. Ensuite on va passer aux séries. La première série dont j'aimerais vous parler c'est Grand Army. C'est une série qui suit le quotidien de 5 étudiants d'un lycée de Brooklyn. Bon, dit comme ça, on peut s'attendre à un teen drama classique, basique, etc. Mais pas du tout, c'est une série hyper réaliste qui traite de sujets actuels et importants. Ces sujets sont traités de manière juste et non cliché, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la série car elle valorise largement l'engagement, l'ambition et l'intelligence. À la différence des teen dramas assez classiques, je pense notamment à Skins, Euphoria, Baby, enfin les teen dramas quoi, où les personnages sont très centrés sur les drogues, leur sexualité, leurs amourettes et beaucoup moins sur l'école, leurs projets professionnels, personnels. Là dans la série, même si les élèves sont pas parfaits, ils répondent aux questions de leurs professeurs en cours, pas comme en France. Ils sont plusieurs à avoir des jobs étudiants même s'ils n'ont pas tous des difficultés financières. Du coup je trouve qu'elle représente bien la génération Z, elle donne une belle vision de la jeunesse et un bon exemple pour les jeunes qui la regardent. En tout cas c'est une série marquante par son réalisme et ses engagements et je vous la recommande à 100%. La seconde série dont je vais vous parler aujourd'hui c'est La Chronique des Bridgerton. C'est aussi une série Netflix. La série se déroule dans la haute société durant la régence anglaise. Daphné, la fille aînée de la famille puissante des Bridgerton, entre en société et elle doit se trouver un mari.
On suit ses aventures, celles de ses frères et sœurs et celles des familles proches. La série c'est un peu un mélange entre Règne pour les décors, les valeurs traditionnelles, les tenues, et Gossip Girl parce que pendant toute la série il y a une personne qui diffuse quotidiennement un journal avec tous les gossips sur tout le monde. Franchement la série est bien, moi je l'ai finie en 2 jours. Elle s'essouffle un peu, surtout sur les 2 derniers épisodes qui sont un peu longs et moi j'étais trop déçue de la fin. Et même si j'ai beaucoup apprécié la regarder, après réflexion ça reste une série Netflix très commerciale avec la recette magique de Netflix, donc des acteurs super beaux, une mixité dans les règles de l'art, du sexe et un peu de féminisme mais pas trop. Et c'est ce que je trouve dommage généralement dans les séries Netflix. Après je sais que c'est une série adaptée de romans, mais pour moi ce qui est montré de manière prédominante reste le choix du réalisateur. Je vous la conseille si vous aimez bien les 2 univers de Règne et de Gossip Girl, ou si vous savez pas quoi regarder ce soir et que vous avez déjà fini Grande Armée. Donc on va passer à la catégorie livre. Le livre que je vais vous présenter c'est Petit Pays de Gaël Faye. Il faut savoir que je lis très peu. En 2020 j'ai lu 4 livres et en 2019 0. Donc il y a quand même une évolution mais j'ai vraiment du mal à lire. En tout cas sur les 4 livres que j'ai lus en 2020, celui-ci c'est vraiment mon préféré de loin. C'est l'histoire d'un enfant qui s'appelle Gabriel. Son père est français, sa mère est rwandaise et il vit au Burundi dans les années 1990. Il nous raconte ce quotidien d'enfant entre l'école et ses amis, marqué certaines fois par quelques événements du conflit entre les Hutus et les Tutsis au Rwanda, car une grande partie de la famille de sa mère vit au Rwanda, donc il y va pour Noël, etc. Donc les conflits affectent sa vie. Puis la guerre éclate au Burundi et son quotidien change de manière drastique. Lui clairement est privilégié en tant que fils de français, mais on peut aussi voir comment la guerre va affecter les employés de son père par exemple qui n'ont pas cette chance. Ce livre est facile à lire mais son vocabulaire n'est pas simplifié sous prétexte que c'est un enfant et je trouve que c'est appréciable. On comprend mieux comment des événements géopolitiques qu'on étudie nous de très loin en tant qu'occidentaux ont vraiment affecté des personnes, notamment au génocide du Rwanda. On l'étudie, généralement on note la date, on tente de s'en souvenir et voilà. Je pense pas forcément aux conséquences psychologiques énormes sur les survivants qui vont forcément affecter le développement du pays après. Même si le Rwanda fait partie aujourd'hui des pays d'Afrique les plus développés, ce génocide psychologiquement il a affecté tellement les personnes que ça a été difficile de se développer après. Du coup dans le livre il y a un personnage, sans vous spoiler, qui est particulièrement touché. Du coup moi ça m'a marqué d'une manière différente de quand on étudie des dates ou... Franchement ce livre je l'ai adoré, je vous le recommande à 100% également. Je sais qu'il y a un film qui est sorti sur cette histoire et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais eu envie de lire le livre. D'ailleurs dans la version du livre que j'ai, il y a des petites images du film qui sont super belles et qui donnent grave envie de voir le film, donc j'ai trop hâte de le voir. Deuxième livre que j'ai lu, non je rigole. On va passer à la partie documentaire. En décembre j'ai regardé un documentaire qui a beaucoup fait parler de lui, c'est The Social Dilemma, en français Derrière nos écrans de fumée, on va pas parler de cette traduction. C'est un drame documentaire américain réalisé en 2020 par Jeff Orlovsky. Il explore le fonctionnement des médias sociaux, leur montée en puissance et les dommages qu'ils ont causés à notre société. Le film présente des entretiens avec par exemple le créateur du bouton j'aime de Facebook ou alors l'ancien président de Pinterest. Ces entretiens sont présentés parallèlement à des dramatisations scénarisées de la dépendance d'un adolescent aux réseaux sociaux. Habituellement je déteste les documentaires Netflix, je trouve qu'ils abordent les sujets en surface et ont très peu d'intérêt. Mais celui-ci pour le coup je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant, il apporte une réflexion sur le fonctionnement des médias sociaux, notre consommation de ceux-ci et comment les réseaux sociaux se sont développés pour nous rendre dépendants en fait. Au-delà de ça, il soulève les problèmes importants de la santé mentale des enfants qui se dégradent beaucoup ces dernières années en lien avec les réseaux sociaux et les crises de la démocratie, en lien également avec la désinformation et la polarisation politique qui sont opérées sur les réseaux sociaux. En fait c'est des choses que personnellement j'avais déjà un peu en tête mais j'avais du mal à structurer ma pensée et à comprendre le lien entre tous ces phénomènes. Et je trouve que le documentaire aide beaucoup pour ça. Après il y a 2 points que je trouve vraiment négatifs sur ce documentaire. Il y a tout d'abord le côté scénarisé, dramatique, qui pour moi enlève en fait de la crédibilité aux propos. Et le second qui est le plus important, c'est la scénarisation vraiment erronée du fonctionnement d'un algorithme de médias sociaux alimenté par l'intelligence artificielle.
En fait ils ont mis des personnes qui sont dans un espèce de vaisseau spatial et qui observent un personnage et vont lui envoyer des notifications sur son téléphone en fonction de ses réactions, de ses actions, de ses pensées. Je trouve que c'est une image vraiment erronée de l'intelligence artificielle et de son fonctionnement qui aide personne. Je pense que ça peut aussi être anxiogène pour les personnes qui ont l'impression que ça fonctionne déjà comme ça, qui en plus ont l'impression qu'on les observe tout le temps pour les manipuler, etc. Enfin je pense que ce genre de représentation ça aide pas du tout la société. Du coup je trouve ça vraiment dommage pour un documentaire de cette qualité de faire des raccourcis aussi inintéressants et erronés. Ce documentaire, malgré ses points négatifs, je vous le conseille quand même. Après vous en retirez ce que vous voulez, voilà. Ensuite au niveau musique, en décembre il y a l'album de Jul qui est sorti, comme d'habitude trop cool, fidèle à lui-même. Mais son préféré c'est le featuring avec SCH comme tout le monde et le featuring avec Weshden. J'aime trop Weshden, j'aime trop SCH, j'aime trop Jul. Voilà. Je voulais aussi mentionner le fait que cette année il a renouvelé son appel d'offres pour la cover de son album. Il l'avait déjà fait pour son précédent album La Machine. En fait il met sur les réseaux sociaux un appel d'offres pour dire qu'il recherche des graphistes pour faire la cover de son album. Et on peut lui envoyer à une adresse mail la cover qu'on propose en fonction du titre. Donc là le titre c'était Loin du monde. À la suite de ça il en sélectionne 20 et après les 20 sélectionnés il va les mettre sur ses réseaux sociaux et c'est ses fans qui vont voter. Je trouve ça hyper stylé, intelligent. Ça permet à des personnes créatives qui n'ont pas forcément un book de tenter leur chance parce qu'en fait ils ont rien à perdre, ils ont juste à envoyer leur cover. Ensuite pour les 20 personnes sélectionnées ça leur apporte de la visibilité de ouf. Même si à la fin ils sont pas sélectionnés pour la cover de Jul, il y a d'autres personnes qui peuvent les repérer. Et c'est aussi un bon coup de communication avant la sortie d'un album pour Jul. Donc voilà, bénéf pour tout le monde. Je trouve qu'on s'intéresse pas assez au marketing du rap qui a souvent des techniques hyper intéressantes. En décembre je me suis aussi beaucoup intéressée à l'artiste Ichon. Il a sorti un mini-film en tant que clip officiel de son titre Elle pleure en hiver qui traite des dépressions saisonnières et de la toxicité des femmes dans une relation. C'est des sujets hyper intéressants parce qu'ils sont très peu traités dans l'art on va dire. On parle plutôt de la toxicité des hommes. Là c'est traité de manière très juste, très réaliste. J'ai beaucoup aimé le film, j'aimais déjà beaucoup le son. Le fait de regarder ce petit film de 10 minutes, ça m'a donné trop envie de m'intéresser plus à sa carrière, à cet artiste en général. Et franchement j'ai pas été déçue. C'est un artiste hyper complet, il a toujours une direction artistique de ouf. J'aime pas forcément tous ses sons mais en tout cas il y a un travail immense derrière à chaque fois et je trouve que ça vaut vraiment le détour. Donc voilà, allez écouter Ichon parce qu'il est vraiment sous-coté je trouve. Dernière chose que je vais mentionner dans ce bilan culture, c'est l'album Man on the Moon 3 de Kid Cudi qui vient clôturer sa trilogie des Man on the Moon alors qu'il avait dit qu'il n'y aurait jamais de Man on the Moon 3 et que la trilogie ne se finirait pas. Après 11 ans il a changé d'avis et franchement merci parce que l'album est excellent. Voilà, je vais pas en dire plus, il se suffit à lui-même. Je vous laisse aller écouter. Voilà, ce bilan culturel de décembre 2020 est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que ce format vous plaît. Moi j'aime trop regarder ce genre de format. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé comme d'habitude en commentaire ou alors en privé. Ça me ferait super plaisir. Je vous souhaite une super journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.